Bienvenue, nouvel épisode de notre série de podcasts de la Galerie Conil, un espace d'expression offert aux artistes. Quand j'imagine une image, j'imagine à la fois des couleurs, des tonalités, des textures, des matières, des détails, souvent des accumulations de choses. C'est assez théâtral, je pense. Les personnages ont une dimension théâtrale, assez scénique, avec aussi ce côté incongru toujours. Et j'aime ce côté à un moment donné où on est dans une peinture classique avec vraiment quelque chose qui se tord et qui peut aller jusqu'à du grotesque mais qui reste beau. Ça représente assez bien la nature humaine. Notre invité ce jour, Monsieur G, photographe, pour un entretien sur le thème de l'art numérique, son actuel terrain d'exploration. Bonjour Monsieur G. Bonjour. Pour vous présenter brièvement, vous êtes photographe de formation et avez consacré l'essentiel de votre vie professionnelle à la réalisation audiovisuelle. Pour avoir visionné certains de vos films, j'avoue avoir été frappé par la beauté graphique des plans, des images composées par un architecte méticuleux, maîtrisant chaque détail de son cadre. L'esthétique est vraiment saisissante. Mais l'objet de notre entretien non moins saisissant, c'est votre activité actuelle d'artiste numérique, un travail qui nous sera bientôt présenté à Tanger. Et pour commencer, je me lance dans un exercice périlleux, l'audio-description de deux de vos créations, deux portraits photographiques. Le premier, un homme noir, barbe grise, il nous regarde de l'air grave, éclairé comme dans un tableau. En arrière-plan, un papier peint décrépit. L'homme porte une tenue brodée d'une belle étoffe, le tarbouche qui le coiffe est orné d'un bijou à la hauteur de son front. Et sur ce tarbouche, un plateau recouvert de poissons frais, il pourrait presque être vivant. Deuxième création, encore un portrait d'homme qui pose de 3/4, cette fois-ci en extérieur. Il fixe le sol, derrière lui une foule que l'on devine est des palmiers. Un homme à la peau noire portant un lourd manteau orné d'étoiles. Son couvre-chef fait penser à un képi. Détail inattendu autour de son cou, ce qui pourrait apparaître comme un collier ou comme des chaînes et qui se révèle être des grappes de raisin. Première question qui me vient, Monsieur G, ces personnages et ces situations, où les avez-vous rencontrés ? Alors, ces personnages, ils n'existent pas. Enfin, ils existent, mais ils existent dans mon imaginaire, dans mes rêves, dans ma pensée, mais ils n'ont pas d'existence propre. Ils sont complètement fantasmés, imaginés. Et de votre imaginaire jusqu'à ces visuels aujourd'hui sous nos yeux, quelles sont les étapes de réalisation si vous ne passez pas par une captation ? C'est une longue gestation, en fait. Déjà, c'est l'histoire de, je dirais pas toute une vie, mais en tout cas une longue expérience qui est la mienne. J'étais photographe, je suis toujours photographe, je suis aussi réalisateur. J'ai réalisé beaucoup de films sur des artistes. Je suis vraiment un passionné d'art, donc je vois aussi beaucoup d'expositions. Donc j'avais emmagasiné beaucoup de choses, je pense, pendant tout ce temps. Je m'étais rempli, je m'étais nourri de plein d'influences, d'images, de flashs, de textures, de matières, de choses qui m'avaient marqué émotionnellement, plein de chocs émotionnels. En fait, j'avais envie de les traduire dans des images. Je pense que j'aurais jamais réussi à le faire avec des vrais modèles, dans un type de photo classique, quoi, la photo classique. Parce que ça a quand même des limites. C'est complexe en termes de production, je pense aussi. La limite, c'est même pas le coût, parce que même avec des moyens, j'aurais pas réussi à aller aussi loin. Il y a vraiment des choses qui sont... Dans mon imaginaire, il y avait des choses encore plus étonnantes que ce que j'aurais pu imaginer si j'avais voulu faire un travail de studio. Et je crois que j'étais un peu comme un collectionneur compulsif de plein d'éléments que j'avais envie de retraduire. Et quand je travaille, en fait, je fais un petit peu comme on pourrait appeler ça des sortes de mood boards, en fait. Quand j'imagine une image, j'imagine à la fois des couleurs, des tonalités, des textures, des matières, des détails, souvent des accumulations de choses. C'est assez théâtral, je pense. C'est des personnages qui ont une dimension théâtrale, assez scénique. Avec aussi ce côté incongru toujours, qui peut être parfois, je dirais pas grotesque, parce que c'est pas le mot, mais qui peut être à la limite comme ça. Je crois que ça vient aussi du côté, j'ai des origines flamandes, mes parents sont d'origine flamande. J'aime beaucoup la peinture flamande et j'ai beaucoup regardé les tableaux de Bruegel, l'ancien, de Jérôme Bosch.
Et j'aime ce côté à un moment donné où on est dans une peinture classique avec vraiment quelque chose qui se tord et qui peut aller jusqu'à du grotesque mais qui reste beau. Ça représente assez bien la nature humaine. Et j'avais envie des fois de traduire ça aussi dans les portraits, de tester, de voir jusqu'où je pouvais aller. Alors je veux jamais que ça tombe dans du ridicule. C'est pas l'idée de faire des canulars ou d'avoir donner envie de sourire, pas du tout. C'est de montrer qu'on peut, je sais pas, qu'il y a une certaine forme de beauté aussi, dans des fois une certaine exagération des choses, et le décalage. Cette idée des accumulations, elle vient aussi de mon amour et de ma passion pour l'art aussi. J'aime beaucoup l'art brut. Ça a été vraiment une découverte, que j'aimais déjà beaucoup l'art. Je voyais beaucoup d'expositions, puis à un moment, mon plaisir s'est un peu étiolé, émoussé, parce que il y avait presque des fois un peu de cynisme dans l'art contemporain, il y avait un côté trop démonstratif, ça manquait de fraîcheur, et ça je l'ai vraiment retrouvé avec les découvertes de l'art brut, de l'outsider art, de l'art singulier, des gens qui sont en dehors des circuits, qui n'ont pas de complexe aussi. Et ça aussi, ça m'a libéré créativement, de fréquenter ces artistes, de voir leurs expos, de faire des films sur eux. Ça m'a libéré aussi justement de pas avoir peur aussi d'imaginer des choses. Et ce que j'aimais beaucoup aussi chez eux, c'est cette forme de... J'aimais déjà beaucoup l'art et povera, mais ce que j'ai retrouvé dans l'art brut aussi, c'est cette idée de faire du beau avec pas forcément des choses riches ou précieuses, mais c'est un peu de l'alchimie, avec des éléments pauvres, de réenchanter le monde avec des éléments quotidiens. Ça, j'avais envie de le traduire aussi dans mes portraits. Ces personnages, ils portent aussi des choses qui les rendent merveilleux, mais qui sont pas forcément des choses précieuses. Comme le faisait Arcimboldo, ça peut être des fruits, ça peut être des poissons, ça peut être tout un tas d'éléments imaginés, et ça devient des parures, des costumes, justement, magiques. C'est ça que j'aimais aussi, ce côté très poétique des images aussi. Et tout ça avec toujours cette référence à la peinture classique, quoi, au peintre flamand, italien, autant en termes de lumière, c'est-à-dire j'aime beaucoup les clairs-obscurs, j'aime beaucoup les tonalités sourdes, ce qui garde aussi du mystère. Je crois que s'ils étaient très éclairés, trop colorés, ça vient aussi de mon métier. Comme j'étais photographe, j'ai fait beaucoup de films, j'attache beaucoup d'importance à la direction artistique. Et c'est pour ça que ces images, elles prennent beaucoup de temps à faire. C'est très chronophage en termes de création. Justement, cette question du temps nous amène à entrer dans votre atelier. Concrètement, comment ça se passe ? Vous avez cette vision d'un personnage, cette intention artistique. Alors, comment faites-vous sans modèle, sans accessoires, sans studio ? En fait, comme j'utilise plusieurs outils technologiques, donc il y a une partie d'outils génératifs. Il y a aussi après des outils classiques de retouche, d'étalonnage. L'outil génératif, pour bien comprendre, c'est un logiciel. C'est des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent de créer des éléments, traduire ce qu'on imagine. Donc ça s'écrit, c'est des prompts en fait, donc c'est une écriture. On passe par du texte dans lequel on doit vraiment décrire ce qu'on imagine, mais ça se fait pas en 3 mots, quoi. Ça peut être très facile, on peut écrire 3 mots et puis on a une image qui sort. Mais rien d'intéressant. En fait, pour avoir des images très très poussées, très travaillées, ça demande beaucoup de temps. Puis je dirais déjà c'est l'idée qui est importante. Après il y a tout ce background, c'est-à-dire toute la direction artistique qui doit se traduire déjà dans les mots, orienter la lumière, parler d'objectifs, donner des références cinématographiques, des éléments de texture, de détails, nourrir aussi avec des images de matière que j'ai glanées, des photos que j'ai faites aussi, par exemple au Maroc, j'ai fait beaucoup de photos au Maroc. Ça vient de la rue aussi, tout ce travail, même s'il est fantasmé, qu'il est devenu plus incongru que la réalité. Parfois, certains personnages pourraient presque exister. Je les ai traduits avec une volonté plus affirmée, plus imaginative, mais ça m'est arrivé souvent de faire des photos dans la rue au Maroc, d'accumulation, je me souviens avoir pris des empilements de boîtes à œufs que je trouvais magnifiques, avec plein de teintes différentes, c'était déjà des tableaux en soi. Alors ces personnages, je les ai un peu... J'ai twisté, par exemple aussi, ils portent souvent des choses... sur la tête, un peu comme des chapeaux. C'est très africain aussi. Souvent, c'est plus souvent les hommes qui portent que les femmes. Ça, c'est une volonté aussi de twister les choses.
En fait, ces éléments d'accumulation, ils deviennent aussi comme des costumes théâtraux, quoi. C'est-à-dire que ils font partie du personnage. C'est pas juste un élément posé. C'est vraiment, ça fait partie de la dimension du personnage. C'est un tout. Pour en revenir à l'utilisation de ces nouveaux outils génératifs, vous faites appel à des visages. De quoi s'agit-il? Ce sont des inconnus proposés par une banque d'images? Oh non, ouais, ils n'existent pas. Moi, je les décris, c'est-à-dire que je donne des éléments de description du visage. Quel type de visage, j'imagine. Est-ce que c'est quelqu'un d'émacié, de corpulent, de quel type de profil, la carnation, jusqu'à la coiffure, jusqu'à la coupe de cheveux, jusqu'à... Quand j'étais photographe et réalisateur, j'attachais beaucoup d'importance à tous ces détails. En fait, déjà, c'est-à-dire quand je faisais des castings ou je choisissais des modèles ou des acteurs, parfois il y avait la dimension du jeu, mais quand c'était des films ou des photos, j'étais très attentif à tout, quoi. Vraiment, parce que c'est comme ça que vraiment qu'on dégage une émotion, je crois, dans un physique. On dit déjà beaucoup de choses. Quelqu'un qui a un nez aquilin, il dégage pas la même chose que quelqu'un qui a un nez busqué ou grec ou... Et j'essaie toujours d'avoir des personnages alors qui, je sais pas si on peut dire, c'est une forme de beauté. Alors c'est pas la beauté, c'est ce qu'on appelle un peu la photogénie dans le métier, mais qui sont justement pas des mannequins, c'est des personnages de caractère, qui ont une force. Alors c'est renforcé encore par le costume. Parfois ils peuvent être beaux, mais j'essaie d'éviter qu'ils soient trop beaux, parce que j'ai envie qu'ils ressemblent un peu à tout le monde. Et même à des personnages qui pourraient être des personnages d'aujourd'hui, même si il y a cette idée d'être un peu intemporel, justement dans le choix de se baser sur la peinture classique, mais d'avoir aussi des physiques des fois qui peuvent être contemporains, de twister toujours ces deux époques. C'est un peu revisiter la peinture ancienne. Et j'aime bien l'idée, ce qui me plaît aussi dans cette nouvelle forme de création, c'est de se situer ni dans la photographie ni dans la peinture. C'est d'être entre les deux, d'être pictural, d'avoir quelque chose alors qui peut ressembler des fois à la photo, mais qui est pas de la photo. Justement, est-ce que ça a encore un sens de distinguer photographie et tableau face à des images purement numériques où la notion de captation est abolie? Alors il y a débat et vous, comment vous vous positionnez? C'est encore de la photographie? Moi, je pense que ce débat, il était déjà bien entamé parce qu'en fait, pour avoir fait des portraits d'artistes, de photographes plasticiens, certains déjà, par exemple, faisaient de la photo sans utiliser d'appareil photo. Donc, est-ce que c'était déjà encore des photographes? Parce qu'ils peignaient avec des pigments et, sur du papier qui était photosensible et ils les mettaient au mur et ils les flashaient, mais il n'y avait aucun appareil photo. Alors, est-ce que c'est de la photo ou pas? C'était de la peinture pour moi déjà. C'était plus de la photo. On a tellement questionné le médium de la photographie que... En fait, moi, ça m'importe peu qu'on dise c'est de la photo, c'est de la peinture, c'est de la sculpture. Je sais pas si j'ai encore trouvé le bon terme, mais je dirais plutôt image que photographie. Donc je dirais plutôt des images fantasmées, des images imaginaires. Mais les artistes qui vont travailler maintenant de cette façon, on peut pas les appeler des photographes. Donc il y a plein de noms. Est-ce que c'est des post-photographes? Est-ce que c'est des promptographes? Il y a plein de noms possibles. Je reviens une fois de plus dans votre atelier, j'appelle ça votre atelier. C'est un atelier en fait. Mais... Combien de temps pour produire une image avant même les retouches ou ce que j'appellerais la post-production? La composition du sujet de base vous prend combien de temps? Il n'y a pas de temps en fait, parce que ça dépend des images. C'est quand même assez long, c'est très long parce que c'est chronophage et moi je suis très exigeant et souvent ce qui se produit en IA, ou les gens qui travaillent en mix média, qui mélangent les techniques, on peut être très vite bluffé par ce qui sort, se dire oh waouh, et puis en fait non. Après avec un peu de recul, c'est l'exigence qui fait la différence. Tous les travaux intéressants que je vois, moi, c'est jamais des gens qui sortent de nulle part. C'est déjà des artistes à la base où ils sont déjà photographes, où ils étaient déjà réalisateurs, où c'était des architectes mais très artistes, créateurs. Et il y en a pas tant que ça. Après, moi, je regarde tout. Il y a beaucoup de choses qui sont trop faciles. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de curation. Il y a vraiment... En fait, c'est tout le background. Je dirais que c'est 40 ans de travail et
Et 1 heure, ou c'est 40 ans de travail et c'est 24 heures, ou c'est 40 ans de travail et 3 jours. C'est ça, en fait. Ça dépend vraiment des images. De la même façon de travail que pourrait faire un peintre. Des fois, on peint, parce que j'ai un peu peint, j'ai un peu dessiné. On fait des choses, puis après, quand on revient dessus, on a envie de les détruire. C'est pas intéressant. Et on revient, et c'est la substantifique moelle de ce qu'on a pu... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je faisais des images professionnellement. Sur certains films, je me servais des fois un peu de l'appareil photo, ou même de la caméra comme d'un crayon ou d'un pinceau. Je m'étais beaucoup inspiré de la peinture et des photographes, même quand je faisais des films. Et je faisais beaucoup d'images, en essayant beaucoup de choses, avec des cadres, des façons de cadrer. Et après, je faisais des tris, et je refaisais des tris, et je refaisais encore des tris. Et après, je voulais que chaque image soit très puissante, quoi. Même si elles étaient les unes derrière les autres, chaque image devait être un tableau. Et c'est pareil pour ce type d'image, je m'arrête pas tant que je trouve que l'image est pas assez forte, et je reviens. Pareil, il y a des images que je détruis et je les trouve pas assez fortes, quoi. Donc il y a vraiment, je pense que c'est ce qui fait la différence aussi, c'est l'exigence. Ouais, il y a une part de curation et de direction artistique, mais comme je trouve qu'il y a des artistes que j'aime beaucoup, que je vois, et c'est pas parce qu'ils sont très doués que tout leur travail est bien. Il y a des choses qu'ils devraient pas exposer. Ils sont pas des fois assez exigeants avec eux-mêmes, et ils montrent trop de choses. Alors après, c'est subjectif, hein, mais en tout cas, sur ce type de travail, c'est essentiel. C'est ce qui fera vraiment la différence chez les artistes qui utilisent les nouvelles technologies, quoi. Par exemple, c'est un autre débat, mais tout ce que j'ai pu voir sur les NFT, artistiquement, c'est pas intéressant, quoi. C'est un peu une facilité. Et puis il y a aussi l'idée, je pense, que l'émotion. Je crois qu'il faut que l'image dégage une émotion. Alors elle dépend de plein de choses. Elle dépend autant du portrait que du personnage, que du sujet, que de la lumière. Tout se dégage à un moment donné, et tout se compose et fonctionne. Parfois il y a 90% des éléments, mais il manque 10%, et ça fonctionne pas. Il faut qu'il y ait tous les critères qui s'emboîtent, que l'image soit parfaite, en tout cas pour moi, presque parfaite. Vous avez parlé de 40 ans et quelques heures pour arriver à une image. Est-ce qu'on peut revenir sur ces 40 ans et sur la ligne directrice qui vous a guidé du tout début jusqu'à ces nouveaux outils? Alors, déjà, en fait, je crois que j'ai toujours fantasmé sur les images. C'est parti très, très tôt. Je crois que j'ai toujours voulu faire des images. Je savais pas encore si ça serait quel médium ça serait. Mais je me souviens que petit, déjà, je découpais des images dans les magazines, je les mettais je faisais des espèces de cahiers, ce qui était déjà des sortes de moodboards, en fait. Des cahiers d'influence, de référence. Et puis après, je les ai collés sur les murs. J'ai commencé à faire des collages géants. Et puis après, donc, je me suis dit, je voulais être photographe. Donc, j'ai fait de la photo, d'architecture, des portraits, beaucoup des portraits d'artistes. Ça tournait toujours quand même autour de l'art. À l'époque, c'était des artistes de la figuration libre, des plasticiens, et puis il y avait l'architecture aussi, parce que l'architecture, je crois qu'il y avait ce côté rigoureux qui me plaisait beaucoup, la rigueur. J'aimais beaucoup la photographie, école allemande, entre autres de Bern et Hilla Becher, qui étaient des châteaux d'eau de façon sérielle, et qui faisaient découvrir que c'était des sculptures, en fait. Après, donc, je me suis lancé dans la photographie, la réalisation. J'ai réalisé beaucoup de clips. Dans mon travail, il y a la musique aussi, même si on la voit pas forcément dans cette série. Elle existe un petit peu quand même sur certaines images. J'ai travaillé d'autres séries où il y a des instruments aussi, justement. Des instruments qui sont comme des sculptures, qui sont aussi comme des costumes, qui habillent les personnages, où l'instrument est presque comme une seconde peau, parce que la musique c'est important aussi. J'aime autant le son que l'image, en fait. D'ailleurs, j'aimerais faire plus tard des installations, je pense, parce qu'il y a aussi la vidéo en IA qui est intéressante, et ça sera une suite logique de mon travail, parce que la réalisation aussi c'est du son et du visuel et de l'image. La rencontre avec l'intelligence artificielle s'est faite comment? Elle s'est faite il y a 2 ans, à peu près. Alors, au départ, j'étais pas très
comme tous les photographes. J'avais peut-être un peu une petite réticence, mais qui n'était pas une réticence du médium, parce que j'ai jamais été fonctionné comme ça. Comme j'ai vécu plusieurs transitions, j'ai connu l'argentique, j'ai filmé en pellicule, j'ai photographié en pellicule, et quand on est passé au numérique, j'étais pas du tout dans le combat à me dire c'était mieux avant, oh, j'adorais ce grain de pellicule, pourquoi on l'a plus, etc. J'avais pas du tout envie d'être là-dedans, j'avais vraiment envie de prendre le nouveau médium et de l'essayer et justement de le tordre, de voir comment on pouvait à nouveau créer des images avec de l'émotion, sans forcément avoir du grain, ou peut-être en mettre, bon, on a tout essayé, hein, tous les réalisateurs et les photographes, on remettait du faux grain, etc. Puis au bout d'un moment, non. Moi j'avais envie que ça devienne une nouvelle écriture, des nouvelles images, et on a réussi à faire des choses très belles en numérique, et il y a toujours des fois ce goût de revenir à la pellicule, mais par exemple en photo, j'ai jamais eu envie de reprendre un appareil avec de la pellicule. Mais alors vraiment pas. Au contraire, moi je trouve que le numérique, ça m'a amené un confort de travail, ça a ouvert d'autres horizons, c'était beaucoup plus facile, on voyait le résultat, on n'était pas obligé d'attendre le développement, ou parfois il y avait des bugs, etc., où ça se passait mal. De la même façon, quand l'IA est arrivée, en fait le seul truc au début où j'ai pas plongé tout de suite dessus, c'est parce que je suis pas le geek du tout. C'est pas la technique qui m'intéressait, c'était vraiment le résultat artistique. Donc je me suis dit, oh là, si c'est trop un truc de geek, s'il faut être très technique, ça va pas m'intéresser. Et puis en fait, j'ai essayé et c'est pas du tout ça. C'est plutôt une approche littéraire, artistique, la direction artistique, du background artistique. C'est comme ça que j'ai appréhendé l'outil. Vous avez un pinceau unique, un outil, ou il existe différentes plateformes? Il y a différentes plateformes. Moi, j'en utilise une parce que j'en ai essayé plusieurs. Et c'est celle-là, en tout cas, qui me convient le mieux pour l'instant sur ce type de travail. Il me convient, et c'est pas forcément celui qui est à la mode, et celui que les gens utilisent, mais qu'il faut tester. Je crois que chaque outil correspond aussi, comme quand on était plus Fuji que Leica, et telle pellicule plutôt qu'une autre. C'est chacun son ADN. Et du coup, j'ai dû faire beaucoup de tests aussi, tester des choses pour pousser le plus loin possible. La caractéristique de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, c'est qu'elle pose à l'humanité des questions et suscite des craintes autour du risque de dépossession de ses talents et de sa nature propre. Vous, en tant qu'artiste utilisateur de l'IA, est-ce que cela vous questionne également? L'IA sans le cerveau humain, c'est rien, quoi. C'est une boîte vide, hein. C'est un robot, mais alors en tout cas aujourd'hui, je sais pas, après peut-être qu'un jour ça sera différent, mais c'est un outil, quoi. Parfois c'est un assistant. En tout cas, quand on est exigeant et ambitieux, si on a juste envie de faire des images basiques, on peut l'utiliser et voilà, on a un résultat, mais artistiquement, quand on veut vraiment quelque chose d'élaboré, c'est le cerveau humain, c'est pas le cerveau robot qui commande. Après, le sentiment est assez étrange, il y a quand même une espèce de conversation qui se fait au bout d'un moment. Il y a des choses qui restent, comme un ADN qui reste. Ça aussi qui est intéressant, c'est assez troublant parfois, mais je le ressens comme ça, on est vraiment le maître de l'histoire. Parce que d'ailleurs, si on change quelques éléments, on repart de zéro, quoi. La série qui nous réunit aujourd'hui s'appelle Tangerine Dream. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et quelle est votre relation avec la ville de Tanger? Alors, cette série, en fait, elle vient d'un choc émotionnel, de ma rencontre avec Tanger, avec cette ville. C'est parti du cinéma. J'avais une envie de voyage et puis des questionnements. Et puis j'ai vu un film d'un de mes cinéastes préférés, qui est Jim Jarmusch, qui se passait une partie à Tanger, une partie à Détroit. Et c'est ce film qui m'a donné envie de venir à Tanger. Et j'avais envie de retrouver les décors, des endroits de ce film. Et puis après, bien sûr, il y avait aussi tout le côté mythique de la ville qui m'attirait, son passé littéraire, artistique, en fait tous les artistes qui étaient venus dans cette ville et qui avaient été inspirés par cette ville. Alors après, je me disais, qu'est-ce qu'il en reste, quoi? J'avais lu un peu des choses et je me disais, est-ce que on parlait un peu de Renaissance? C'était il y a quelques années quand même, mais c'était pas encore. C'était le début de la Renaissance, je pense. Et puis donc, on est parti à Tanger. Et je suis venu dans un hôtel, en fait,
que je connaissais. C'était un hôtel mythique de Arles qui s'appelle le Nord-Pinus. Comme j'allais beaucoup en rencontre d'Arles photographiques, c'était un hôtel justement qui avait aussi tout cet ADN artistique, une histoire. On est arrivé dans cet hôtel et puis on a conversé avec la personne qui s'occupait de l'hôtel. On a parlé d'art. On nous a tout de suite conseillé d'aller dans une galerie qui s'appelle la Galerie Conil et puis tout de suite on a accroché avec le galeriste, on a parlé très longtemps, on a échangé, voilà, et puis on nous a fait découvrir la ville, et j'ai senti justement tout le passé, ça transpirait, je trouve encore dans les murs. Il y avait quelque chose que j'avais jamais trouvé ailleurs au Maroc, parce que j'avais quand même été beaucoup au Maroc, j'avais été beaucoup travaillé au Maroc, mais c'était une ville vraiment différente. Comme on dit, un carrefour de civilisation. Je pense que c'est la situation, l'ouverture, le détroit de Gibraltar, ce côté. Puis je viens du bord de la mer, de la baie de Somme, il y avait aussi la mer, comme ça, une certaine qualité de lumière. Des choses qui m'ont beaucoup touché, vraiment. J'ai eu un vrai choc. Ça m'a donné envie de faire des images, de faire une série, parce qu'il y avait tout cet univers aussi que j'avais déjà emmagasiné sur ce côté un peu fantasmé, déjà un petit peu des choses que j'avais déjà senties au Maroc, mais que j'avais senties encore plus fortement ici. Une série de portraits. Hein. Une série de portraits, oui. C'est essentiellement des portraits. Parfois, il y a des diptyques et quelques triptyques. On est toujours sur le principe de l'accumulation aussi. Donc, parfois, c'est un portrait, une nature morte. Et je trouvais qu'il y avait justement cette forme de... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais des fois une exubérance, quelque chose de culturel très fort, qu'on peut trouver des fois dans beaucoup de pays, mais qui a tendance à disparaître, mais qu'on trouve encore, je trouve, au Maroc. Des images qui marquent, quoi, même quand on est dans la rue, ça me le fait toujours, quoi. On voit des tableaux, quoi. On voit un personnage de dos qui s'éloigne, qui est dans un long couloir de lumière et une ombre, c'est toujours... Et je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients pour créer une série de portraits très forte, puissante. Voilà, et j'avais fait quelques images, on en a discuté, je les ai montrées, on s'est revus beaucoup plus tard avec le galeriste. J'ai montré les premières images, et puis j'ai poursuivi un travail sur cette idée. Et puis après, ça a pris du volume, de la force. Ça m'a conforté parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un sujet fort et puissant, donc ça m'a donné plein d'images. Il y a plein d'images qui sont venues. J'étais au bout vraiment de cette idée jusqu'au moment où je me disais voilà, les images sont taries, mais ça a été vraiment très riche. Il a fallu que tout sorte, quoi. Et voilà, puis maintenant, du coup, c'est en train de se transformer en un très beau projet, de présenter à Tanger cette série. Mais après, il y a eu une autre rencontre. On m'a fait découvrir un personnage qui est Ibn Battuta, que je ne connaissais pas. Et en lisant un peu son histoire... j'ai trouvé qu'il y avait des correspondances, quoi. Il y avait ce côté d'un personnage qui était curieux, un explorateur. J'ai beaucoup voyagé avec mon métier aussi. Et j'avais aussi ce côté toujours... à chaque fois que je faisais même des voyages professionnels, le premier truc que je faisais, parce que j'étais souvent en repérage ou... Je me perdais, j'aimais bien me perdre dans les lieux pour sentir l'ambiance. Alors des fois ça avait un rapport avec mon travail, parce que je faisais aussi des repérages. J'essayais de trouver des endroits vraiment inspirants pour le film. Et parfois c'était juste d'aller collecter des images, des photos, des matières, des choses qui me transportaient. Et j'ai retrouvé cette curiosité chez cet explorateur. Et ça m'a donné encore envie de faire d'autres images, d'imaginer un peu des rencontres, des personnages que Ibn Battuta aurait pu rencontrer, alors qu'ils sont fantasmés et qui sont un peu imaginaires, mais je trouve que dans son récit, il y a cette part aussi d'imaginaire et on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Il y a un côté conteur, storytelling, et c'est ce qui rend ces voyages aussi poétiques et
Et ça, je trouvais que c'était vraiment une belle source d'inspiration. Voilà. Ça va certainement se transformer aussi en une exposition. Il y aura plusieurs lieux à Tanger. Ça sera un peu comme un circuit avec des événements. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi parce que j'aime pas l'idée je trouve ça assez ennuyeux maintenant, les expositions où on rentre et on a juste des images posées et ça s'arrête là. Je trouve que maintenant, on a besoin d'avoir des choses que les arts se croisent, se mêlent et qu'on puisse entendre aussi de la musique, qu'on ait des expériences culinaires. Tout ça, c'est un tout. Je trouve ça intéressant de mixer les arts entre eux et ça donne beaucoup plus de saveur. Et quand on crée des images, moi j'ai envie que ça mette tous les sens en éveil. Et même à travers d'une photo, je crois que c'est ce que j'essaie de faire aussi quand je mets des éléments organiques. J'aurais presque envie qu'on sente les odeurs, qu'on ait envie de toucher, les textures, que les photos dépassent la simple image, mais deviennent vraiment touchent tous les sens, quoi. Donc, le voyage incomplet, un voyage, c'est ça, ouais. Merci Monsieur G. Merci beaucoup, merci à vous. Rendez-vous donc en mai pour la rencontre avec le public tangérois. Le détail des présentations de vos images créées grâce aux outils génératifs et numériques sera précisé d'ici là. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de podcast de la Galerie Conil. Ce podcast a été produit par Intac Conil. Interview et réalisation, François-Olivier Louaille.